La décision finale appartient à Madame Marceau. La phrase tombe dans la salle comme un verre brisé. Autour de la table, les conversations s'arrêtent, les regards se croisent, et un homme blêmit sans comprendre pourquoi son nom n'est plus prononcé. Quelques minutes plus tôt, elle n'était qu'une invitée discrète, assise seule, observée avec condescendance. À présent, ce dîner où plus de 180 millions d'euros sont en jeu ne peut avancer sans son accord. Personne ne sait exactement qui elle est, ni comment elle est arrivée là, mais tout le monde sent que l'équilibre vient de changer. Ce soir, quelqu'un a été gravement sous-estimé. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. La salle s'était lentement vidée de son tumulte, non pas par fatigue, mais par saturation. Lorsque les chiffres atteignaient un certain seuil, l'enthousiasme cessait d'être bruyant pour devenir attentif, presque méfiant. Ce soir-là, sous les lustres de cristal suspendus au plafond du grand salon Ravel, les engagements financiers venaient de franchir les 180 millions d'euros et chacun des invités présents le savait, sans qu'il soit nécessaire de l'annoncer une seconde fois. Les serveurs avaient ralenti leur déplacement, les conversations s'étaient resserrées autour de cercles plus petits, et l'air lui-même semblait retenir son souffle. Julien Morel était assis à l'extrémité droite de la table principale, dans un fauteuil dont le velours sombre absorbait la lumière. Depuis plusieurs minutes déjà, personne ne lui adressait la parole. Il avait cessé de feindre l'indifférence, car son corps l'avait trahi avant même qu'il en prenne conscience. Sa main droite tremblait légèrement, posée sur l'accoudoir, tandis que l'autre restait figé autour d'un verre qu'il n'avait pas porté à ses lèvres. Autour de lui, les regards glissaient sans s'arrêter, comme s'il était devenu transparent ou pire, encombrant. Il ne comprenait pas encore ce qui venait de se produire, mais il en percevait l'effet avec une acuité presque douloureuse. Quelques minutes plus tôt, on l'avait encore sollicité pour son avis, pour confirmer une hypothèse, pour appuyer une projection. À présent, les discussions se poursuivaient sans lui, avec une fluidité nouvelle qui le tenait à distance. À quelques mètres de là, Élodie Marceau se tenait debout, légèrement en retrait, près d'une colonne de marbre clair. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention, et pourtant, celle-ci semblait s'organiser autour d'elle de manière presque instinctive. À ses côtés, se trouvait un homme d'une stature imposante, vêtu d'un costume sombre d'une coupe irréprochable. Son visage restait partiellement dissimulé par l'angle de la lumière, et il n'avait été présenté à personne. Il ne parlait pas, il observait. Sa simple présence suffisait à susciter une forme de respect prudent, comme si chacun pressentait son importance sans pouvoir la nommer. Élodie, quant à elle, gardait les mains croisées devant elle, le dos droit, le regard calme. Son expression ne révélait ni triomphe, ni nervosité, seulement une attention maîtrisée, presque distante. Elle écoutait les échanges sans y participer, consciente que, pour une fois, son silence avait plus de poids que n'importe quelle intervention. Antoine Rivel s'avança alors vers le centre de la salle. Fondateur et directeur du fonds hôte de la soirée, il était un homme dont la réputation s'était construite sur une combinaison rare de rigueur intellectuelle et d'intuition stratégique. Lorsqu'il leva la main pour demander le silence, celui-ci se fit sans résistance. Antoine Rivel avait l'habitude d'être écouté. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il d'une voix posée, avant de clore officiellement cette levée de fonds, il reste une décision à entériner. Une décision qui orientera non seulement l'allocation finale des capitaux, mais aussi la gouvernance du projet dans les mois à venir. » Un murmure discret parcourut l'assemblée. Julien redressa légèrement la tête, convaincu, par réflexe, que cette phrase le concernait encore. Antoine Rivel tourna lentement le regard vers Élodie Marceau. « La décision finale appartient à Madame Marceau, annonça-t-il sans emphase. Le silence qui suivit fut plus dense que tous ceux qui l'avaient précédé. Julien sentit une pression sourde se former derrière ses tempes. Madame Marceau. Il connaissait ce nom mieux que quiconque dans cette salle. Il l'avait prononcé des centaines de fois, parfois avec tendresse, parfois avec lassitude, parfois avec condescendance. Mais jamais il ne l'avait entendu associé à une telle autorité. Pourquoi elle? La question se forma dans son esprit avec une urgence presque enfantine.
Pourquoi avait-elle ce pouvoir? À quel moment la trajectoire avait-elle dévié sans qu'ils s'en aperçoivent? Les lumières semblaient plus vives, les reflets des verres plus tranchants. Des rires éclatèrent à une table secondaire, trop forts, trop rapides, comme une tentative maladroite de dissiper la tension. Le tintement des coupes que l'on reposait sur les plateaux résonnait dans l'espace, ponctuant un basculement que chacun ressentait sans encore le comprendre pleinement. Le maître de cérémonie, un homme à la voix chaleureuse chargé de rythmer la soirée, reprit la parole avec un sourire mesuré. « Il arrive parfois que l'on se trompe sur les rôles, dit-il. Et ce soir, il semble que nous ayons sous-estimé l'une des personnes présentes. » Tous les regards convergèrent vers Élodie. Elle ne se déroba pas, mais elle ne chercha pas non plus à s'expliquer. Elle se contenta d'incliner légèrement la tête en signe d'acquiescement, comme si l'on venait de confirmer une évidence qu'elle avait toujours connue. Julien observa ce geste avec un mélange d'incrédulité et de malaise. Il se souvenait d'une autre Élodie, d'une femme qui demandait encore l'avis des autres avant de prendre une décision, qui pesait chaque mot de peur de paraître prétentieuse, qui acceptait trop souvent que l'on parle à sa place. Cette femme-là n'était plus devant lui, et il ne savait pas à quel moment précis elle avait cessé d'exister. Il y avait aussi une absence, lourde, presque palpable. Mathieu Delacour n'était pas encore arrivé. Son nom circulait depuis le début de la soirée, comme une promesse ou une menace, selon les points de vue. Certains prétendaient qu'il viendrait, d'autres affirmaient qu'il s'était volontairement tenu à l'écart. Son absence créait un vide stratégique qui renforçait l'étrangeté de la situation. Si Delacour n'était pas là pour occuper l'espace du pouvoir, qui l'avait fait à sa place? Julien sentit une sueur froide glisser le long de sa nuque. Il comprenait désormais que quelque chose lui échappait, mais il ignorait encore quoi. Autour de lui, les conversations reprenaient, orientées différemment, comme si un nouveau centre de gravité venait de s'imposer. On parlait de scénarios alternatifs, de structures de contrôle, de prudence à long terme, des thèmes qu'Élodie avait toujours privilégiés et qu'il avait jadis qualifiés de frilosité. Il leva les yeux vers elle une dernière fois. Elle n'était pas en train de le regarder. Son attention était tournée vers Antoine Rivel, vers les documents que l'on lui présentait, vers l'avenir immédiat de ce projet. Elle appartenait pleinement à cette pièce, à cet instant, d'une manière que Julien n'avait jamais anticipée. Une question persistait, suspendue au-dessus de la salle comme un dernier écho avant la nuit. Qui était réellement Élodie Marceau? Et comment avait-elle pris une place que personne n'avait vue se dessiner? 3 ans plus tôt, avant que les lustres du grand salon Ravel ne renvoient l'image inversée de leur trajectoire, Élodie Marceau et Julien Morel partageaient encore un appartement lumineux au 8e étage d'un immeuble moderne du 16e arrondissement. Les baies vitrées donnaient sur la Seine, et le soir, lorsque les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau sombre, Julien aimait dire que cette vue était la preuve tangible de ses choix judicieux. Il répétait souvent que chaque détail de leur confort était le résultat de sa discipline, de ses horaires interminables et de son instinct d'investisseur. Julien occupait alors le poste de directeur régional au sein d'un groupe financier international spécialisé dans les infrastructures énergétiques. Son revenu annuel atteignait 420 000 €, primes incluses, et il évoquait ce chiffre avec une nonchalance étudiée qui dissimulait mal la fierté qu'il en tirait. Il se considérait comme le pilier du foyer, celui qui prenait les décisions structurantes, celui qui traçait la route. Élodie, de son côté, travaillait comme analyste indépendante, mandatée ponctuellement par différents cabinets pour examiner la viabilité de projets émergents. Son activité n'était pas spectaculaire, et elle ne cherchait pas à la rendre telle. Elle passait des heures à étudier des tableaux de flux de trésorerie, à tester des hypothèses macroéconomiques, à évaluer la solidité d'équipes dirigeantes encore inconnues. Lorsqu'elle décrivait son travail, Julien hochait la tête, avec indulgence. « C'est complémentaire », disait-il parfois à leurs amis lors de dîners. « Elle fait du soutien technique. » Le mot revenait souvent dans sa bouche, sous des formes à peine différentes. Soutien, appui, assistance. Jamais direction, jamais leadership. Élodie ne corrigeait pas. Elle observait. Un soir d'automne,
Alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine, Élodie lui présenta un dossier sur lequel elle travaillait depuis plusieurs semaines. Il s'agissait d'une entreprise spécialisée dans la modernisation de réseaux hydrauliques pour des villes moyennes, avec un modèle économique basé sur des partenariats publics-privés à long terme. Elle expliqua que le projet nécessitait un financement initial relativement modeste au regard du potentiel de croissance et que le retour sur investissement pourrait dépasser les 25% en 5 ans si les projections démographiques se confirmaient. Julien parcourut les premières pages avec un intérêt poli, puis referma le document. « C'est trop local », conclut-il. « Les grandes opportunités sont ailleurs. » Élodie tenta d'exposer la solidité du modèle, la résilience des contrats, la faible volatilité du secteur. Julien l'interrompit avec un sourire calme. « Tu es intelligente, » dit-il, « mais tu ne vois pas encore l'ensemble du tableau. Ce genre de projet ne t'ouvrira pas les portes des grandes tables. » Elle resta silencieuse quelques secondes, cherchant les mots qui pourraient le convaincre sans déclencher une confrontation inutile. Elle finit par refermer le dossier et changea de sujet. 6 mois plus tard, cette même entreprise annonça un partenariat stratégique avec un fonds scandinave et une expansion dans 3 pays voisins. Le rendement dépassa les prévisions initiales. Julien lut l'information dans une revue spécialisée, leva brièvement les sourcils et posa le magazine sans commentaire. Il n'évoqua jamais la conversation de la cuisine. 1 an plus tard, Élodie identifia une seconde opportunité, cette fois dans le domaine des micro-réseaux énergétiques pour des zones rurales. Le modèle reposait sur des technologies modulaires peu coûteuses et sur une gouvernance partagée avec les collectivités locales. Elle présenta à Julien une analyse détaillée, soulignant les risques, mais aussi la capacité d'adaptation du projet. Julien soupira avant même qu'elle ait terminé. « Ce n'est pas à ton niveau, » déclara-t-il. « Tu t'accroches à des structures intermédiaires parce que tu crains la pression. » Il se leva, alla se servir un verre d'eau et revint s'asseoir en face d'elle. « Tu es brillante dans ton registre, » ajouta-t-il avec une douceur qui ressemblait à de la condescendance, « mais tu n'es pas faite pour les grandes décisions. Les grandes tables demandent autre chose qu'une analyse prudente. » Cette phrase resta suspendue entre eux, plus longtemps que les autres. Élodie sentit une contraction imperceptible dans sa poitrine. Elle comprenait que ce n'était pas seulement une critique professionnelle, c'était une définition qu'il tentait de lui assigner. Le projet fut finalement financé par un consortium allemand. 3 ans plus tard, il devint l'un des exemples cités lors de conférences sur la transition énergétique décentralisée. Julien n'y fit jamais référence. Au fil des mois, un décalage s'installa dans leur quotidien. Julien parlait de plus en plus de ses réunions, de ses voyages, des montants qu'il gérait. Élodie l'écoutait, posait des questions pertinentes, proposait parfois une perspective alternative. Il accueillait ses remarques avec un sourire indulgent. « Tu réfléchis trop », répétait-il. « Dans notre métier, il faut savoir frapper fort. » Elle constata progressivement que ce qu'il appelait « frapper fort » signifiait souvent ignorer des signaux d'alerte. Lorsqu'elle tentait de le prévenir d'un risque, il l'accusait implicitement de manquer d'audace. La décision de divorcer ne fut ni explosive, ni dramatique. Elle prit forme dans une série de conversations calmes, presque administratives. Julien expliqua qu'il ressentait un écart grandissant entre leurs ambitions respectives. Il disait vouloir évoluer dans un environnement où l'on partageait sa vision de la grandeur. « Je ne veux pas te ralentir », affirma-t-il, comme si la générosité de cette formule suffisait à effacer ce qu'elle impliquait. Élodie ne contesta pas. Elle ne réclama ni compensation symbolique, ni explication supplémentaire. Elle signa les documents avec une main stable. Le partage des biens se fit sans conflit, et chacun conserva ce qui était juridiquement sien. Julien éprouva un sentiment qu'il interpréta comme une libération. Il avait l'impression d'avoir écarté un frein invisible. Dans les mois qui suivirent, il obtint une promotion au niveau national, avec des responsabilités accrues et une visibilité médiatique renforcée. Il associa naturellement cette progression à la clarté retrouvée de sa trajectoire. Élodie disparut de leur réseau commun presque aussitôt. Elle quitta les événements mondains, cessa de fréquenter les mêmes cercles. Certains y virent la preuve
qu'elle n'avait pas su maintenir son statut. D'autres supposèrent qu'elle s'était reconvertie. Julien, pour sa part, ne chercha pas à se renseigner. Il était convaincu de connaître l'issue logique de cette histoire. Elle avait besoin d'un cadre, confia-t-il un soir à un collègue. Sans direction claire, elle se disperse. Il croyait sincèrement à cette version. Il pensait que son regard avait été lucide, que son jugement avait anticipé une stagnation inévitable. Lorsqu'il apprenait qu'un projet évoqué autrefois par Élodie avait prospéré, il y voyait une coïncidence ou un hasard favorable. Dans le monde de l'investissement, l'absence équivaut souvent à l'effacement. Comme personne ne savait sur quoi Élodie travaillait, on en conclut qu'elle ne travaillait pas à grande échelle. Julien accepta cette hypothèse sans la questionner. Il ignorait que le silence pouvait être une stratégie et que la discrétion n'était pas synonyme de faiblesse. Il ignorait surtout qu'en cherchant à définir les limites d'Élodie, il avait révélé les siennes. La soirée débuta avec la précision d'un mécanisme parfaitement huilé. Le lieu, une ancienne demeure industrielle réhabilitée en centre de réception, avait été choisi pour symboliser l'ambition du projet qu'elle accueillait. Ce soir-là, il ne s'agissait pas d'un simple dîner mondain, mais du lancement officiel d'une levée de fonds destinée à financer un projet d'infrastructure estimé à 900 millions d'euros. Routes intelligentes, hubs logistiques, systèmes énergétiques interconnectés, tout dans la présentation évoquait l'avenir, la grandeur et la promesse de rendements considérables. Julien Morel arriva parmi les premiers, accompagné de son partenaire stratégique, Marc Delon, directeur financier d'un groupe de construction européen. Leur arrivée ne passa pas inaperçue. Julien avançait avec assurance, saluant d'un signe de tête ceux qu'il reconnaissait, serrant quelques mains avec une familiarité calculée. Il portait un costume sombre parfaitement ajusté, et son expression trahissait une certitude tranquille. Pour lui, cette soirée n'était pas une opportunité parmi d'autres. Elle représentait un point de bascule. S'il parvenait à se positionner correctement, sa carrière prendrait une dimension internationale. « Tout se joue ce soir », murmura-t-il à Marc, en tendant son invitation au personnel d'accueil. Rivel veut des profils capables d'assumer la visibilité du projet. Marc acquiesça, impressionné par l'ampleur de l'événement. Julien connaissait ses codes. Il savait quand parler, quand se taire, et surtout, quand se montrer. Les conversations s'installèrent progressivement dans la grande salle, rythmées par le cliquetis des verres et les présentations discrètes. Julien échangeait déjà avec plusieurs décideurs lorsqu'un mouvement inhabituel attira son attention près de l'entrée. Une silhouette venait d'apparaître, seule, sans escorte, sans introduction officielle. Pendant une fraction de seconde, il douta de sa propre perception, puis il reconnut immédiatement cette posture droite, cette manière presque imperceptible de marquer l'espace, sans l'occuper. Élodie Marceau venait d'entrer. Elle portait une tenue sobre, parfaitement adaptée au cadre, sans rien qui cherche à capter le regard. Ses cheveux étaient attachés simplement, et son expression demeurait neutre, attentive. Elle prit le temps de remettre son invitation à l'hôtesse, puis avança dans la salle, avec un calme qui contrastait avec l'agitation feutrée autour d'elle. Julien sentit une contraction familière dans sa poitrine, mélange d'étonnement et d'irritation. Il ne s'attendait pas à la voir ici, encore moins seule. Il observa brièvement autour d'elle, cherchant un visage connu, un accompagnateur, un indice. Il n'y avait rien. Elle n'était suivie de personne. « C'est surprenant », murmura Marc en suivant son regard. « Tu la connais ?» Julien hocha la tête. « Mon ex-femme. » Marc haussa légèrement les sourcils, visiblement intrigué. Julien se redressa presque instinctivement. Il ne voulait pas donner l'impression d'être pris au dépourvu. Au contraire, il sentit monter en lui une assurance qu'il n'avait pas anticipée. Cette rencontre inattendue lui offrait une occasion. Il décida de la saisir. Il se détacha du petit groupe dans lequel il se trouvait et s'avança vers Élodie avec un sourire qu'il réservait habituellement aux retrouvailles stratégiques. Lorsqu'elle le vit approcher, elle s'arrêta sans surprise apparente. « Élodie », dit-il avec une cordialité mesurée, « je ne savais pas que tu serais là. »
Elle soutint son regard, sans crispation. « Bonsoir, Julien. » Il observa brièvement son expression, cherchant un signe de nervosité ou de gêne. Il n'en trouva aucun, ce qui l'irrita légèrement. Il choisit alors une approche plus directe, celle qui lui avait toujours permis de reprendre l'ascendant. « Alors dis-moi, reprit-il, qu'est-ce que tu fais maintenant ?» La question était formulée sur un ton faussement curieux, mais l'intention était claire. Élodie l'aperçut immédiatement. Elle prit un court instant avant de répondre. « Je fais du conseil, » dit-elle simplement, de manière indépendante. « Aïe !» Julien inclina la tête, comme s'il s'agissait exactement de la réponse à laquelle il s'attendait. Il laissa échapper un léger rire, discret mais audible, puis se tourna vers Marc, qui se tenait à quelques pas. « Elle a toujours aimé la sécurité, » commenta-t-il avec un sourire détendu. « Travailler en coulisses, analyser sans trop s'exposer. » Marc regarda Élodie avec un intérêt mêlé de réserve. Autour d'eux, quelques conversations s'étaient interrompues, attirées par la dynamique subtile de l'échange. Des regards glissèrent vers elle, évaluateurs, curieux. Certains semblaient chercher à comprendre ce qu'elle faisait là, d'autres se demandaient si elle représentait réellement un intérêt quelconque. Élodie perçut ces regards sans les affronter directement. Elle savait que répondre, se justifier ou corriger Julien à cet instant ne ferait que renforcer son propos implicite. Elle choisit donc le silence. Elle se contenta d'un léger sourire poli, sans ajouter un mot. Ce silence, loin d'être une capitulation, était une décision. Elle avait appris que certaines batailles ne se livraient pas au moment où l'adversaire s'y attendait. Elle laissa à Julien l'illusion de la domination, consciente que cette illusion reposait sur des fondations fragiles. Julien, de son côté, interpréta ce silence comme une confirmation. Il sentit un regain de confiance l'envahir. Dans son esprit, la situation était claire. Elle était restée fidèle à ce qu'il avait toujours pensé d'elle. Compétente, certes, mais prudente, incapable de s'imposer dans les cercles où se jouaient les décisions majeures. « Je suis content de te voir, » ajouta-t-il, adoucissant légèrement son ton. « J'espère que tu passes une bonne soirée. »« Oui, » répondit-elle. « Merci. » Ils se séparèrent quelques secondes plus tard, Julien rejoignant son partenaire avec un sentiment de victoire tranquille. Il se pencha vers Marc. « Tu vois, » dit-il à voix basse. « Elle n'a pas changé. » Marc hocha la tête, sans formuler d'opinion. Julien, lui, était convaincu d'avoir repris l'avantage psychologique. Il ignorait encore que cette certitude reposait sur une lecture incomplète de la situation. Élodie reprit sa progression dans la salle, s'arrêtant près d'une table où elle reconnut Antoine Rivel de loin. Elle n'alla pas à sa rencontre immédiatement. Elle observa les échanges, écouta les conversations, attendit le moment opportun. Elle savait que la soirée ne faisait que commencer et que ce premier contact n'était qu'un prélude. Dans l'air chargé de promesses financières et de stratégies à peine dissimulées, une tension nouvelle venait de s'installer, imperceptible pour la plupart, mais déterminante pour ceux qui allaient en subir les conséquences. La soirée avançait selon un rythme qui semblait immuable, ponctué par des échanges polis et des déclarations mesurées. Les invités se regroupaient par affinité professionnelle, dessinant dans l'espace de la salle des cercles de discussion mouvants, parfois hermétiques, parfois poreux. Pourtant, quelque chose avait changé depuis l'arrivée d'Élodie Marceau. Ce n'était pas encore une rupture visible, mais plutôt une inflexion subtile, un glissement progressif de l'attention. Antoine Rivel se trouvait près de la table centrale, un dossier épais ouvert devant lui. Il écoutait un homme expliquer avec assurance les mécanismes de couverture du projet d'infrastructure, acquiesçant par moments, sans interrompre. Lorsque l'intervention prit fin, Antoine resta silencieux quelques secondes, puis son regard se posa sur Élodie, qui se tenait à une courte distance, comme si elle avait toujours été destinée à cet endroit précis. « Madame Marceau, » dit-il calmement, « vous avez parcouru les documents préparatoires. J'aimerais connaître votre avis sur le modèle de risque présenté. » Or, la question tomba avec une douceur trompeuse. Plusieurs conversations s'interrompirent aussitôt. Certains visages se tournèrent vers Élodie avec surprise, d'autres avec un intérêt prudent. Julien,
qui se trouvait non loin, sentit une crispation soudaine le traverser. Il n'avait pas anticipé cette sollicitation, encore moins à ce moment de la soirée. Élodie leva les yeux vers Antoine sans précipitation. Elle inspira lentement avant de répondre, non pour chercher ses mots, mais pour s'assurer que chacun d'eux serait entendu pour ce qu'il était. Le modèle est cohérent dans son intention, commença-t-elle, mais il présente plusieurs failles structurelles. Un léger murmure parcourut l'assistance. Élodie poursuivit, sa voix posée, sans chercher à impressionner. Premièrement, l'hypothèse de stabilité réglementaire sur 10 ans est trop optimiste. Elle ne tient pas compte des cycles politiques dans les régions concernées. Deuxièmement, la structure de financement suppose une montée en charge linéaire des flux, alors que les données comparables montrent des phases de stagnation. Enfin, la mutualisation des risques logistiques repose sur des partenaires dont les capacités n'ont pas été évaluées de manière indépendante. Elle marqua une pause, laissant à chacun le temps d'intégrer ces éléments. Si ces paramètres ne sont pas ajustés, ajouta-t-elle, le modèle affichera une déviation de trésorerie d'environ 10 à 7% à partir de la 3e année. Le chiffre eut l'effet d'un signal d'alarme. Des regards se croisèrent, des sourcils se froncèrent. Antoine Rivel se pencha légèrement en avant, visiblement attentif. Julien, pris de court, tenta de réagir. « Il faut remettre ces chiffres dans leur contexte », lança-t-il, un peu trop rapidement. Les projections ont été validées par plusieurs cabinets. Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Antoine leva la main avec un geste mesuré, mais sans équivoque. « Laissez-la finir », dit-il simplement. Julien se tut, sentant pour la première fois de la soirée que sa voix ne portait plus comme avant. Il chercha des regards alliés autour de lui, mais n'en trouva aucun qui s'attarde suffisamment longtemps. Élodie reprit, non pour se défendre, mais pour préciser. « Je ne remets pas en cause la vision globale du projet », expliqua-t-elle. « Je souligne simplement que certaines hypothèses doivent être réévaluées si l'on souhaite sécuriser les engagements à moyen terme. » À cet instant, une femme aux cheveux clairs, élégamment attachée, s'avança légèrement depuis un groupe voisin. Claire Beaumont, associée d'un fonds d'investissement reconnu pour sa sélectivité, prit la parole avec un sourire discret. « Pour information, dit-elle, Madame Marceau a été consultante pour notre fonds l'année dernière. Son analyse nous a permis d'éviter une exposition excessive sur un projet similaire. » Un silence attentif s'installa. Plusieurs têtes se tournèrent vers Claire, puis revinrent vers Élodie, avec une considération nouvelle. Julien sentit son estomac se contracter. Il connaissait le nom de Claire Beaumont. Son approbation n'était jamais accordée à la légère. Élodie inclina légèrement la tête. « Je n'ai fait que présenter des données, » répondit-elle. La décision finale leur appartenait. Cette phrase, prononcée sans modestie feinte, renforça l'impression qu'elle ne cherchait ni reconnaissance, ni justification. Elle se contentait de faire son travail. Antoine Rivel ferma lentement le dossier devant lui. « Dans ce cas, déclara-t-il, je propose que nous suspendions temporairement la procédure de signature. Nous devons intégrer ces éléments avant d'aller plus loin. » Un frisson parcourut la salle. Suspendre une signature à ce stade était inhabituel, presque audacieux. Certains invités échangèrent des regards inquiets, d'autres semblaient soulagés. Julien resta immobile, incapable de dissimuler sa surprise. Cette décision remettait en question tout ce qu'il avait anticipé pour la soirée. Il tenta de reprendre pied. « Antoine, avec tout le respect que je vous dois, » commença-t-il, « ce projet a été préparé pendant des mois. Un arrêt maintenant pourrait envoyer un signal négatif. » Antoine se tourna vers lui avec une expression neutre. « Un signal négatif serait d'ignorer un risque identifié, » répondit-il calmement. Julien sentit quelque chose lui échapper. Ce n'était pas seulement une discussion technique, c'était le contrôle même de la situation qui lui glissait entre les doigts. Il avait toujours cru que la maîtrise venait de la capacité à imposer un rythme, à maintenir l'élan. Il découvrait à présent qu'elle pouvait aussi résider dans la faculté de ralentir. Autour de la table, les conversations reprirent, mais sur un ton différent. On parlait désormais de scénarios alternatifs,
de mécanismes de protection, de gouvernance partagée. Élodie était sollicitée, non comme une invitée périphérique, mais comme une référence. Elle répondait avec précision, sans jamais hausser la voix, sans jamais s'excuser de sa rigueur. Julien observait la scène avec une sensation de décalage grandissante. Il se souvenait des mots qu'il lui avait dits autrefois, de cette certitude qu'il avait eue de comprendre mieux qu'elle les règles du jeu. À présent, il réalisait qu'il n'avait peut-être jamais vu la partie se jouer au bon endroit. Mathieu Delacour n'était toujours pas arrivé. Son absence continuait de peser sur l'atmosphère, accentuant l'étrangeté de la situation. Pourtant, même sans lui, l'équilibre de la soirée avait déjà changé. Élodie, elle, demeurait ancrée dans l'instant. Elle n'éprouvait ni revanche ni triomphe. Elle constatait simplement que sa voix, longtemps ignorée, trouvait enfin un espace où résonner. Mathieu Delacour arriva avec 40 minutes de retard, à un moment où la soirée semblait déjà avoir atteint un point de tension stable, presque figé. Il ne fit pas d'entrée remarquée. À Gorte, aucun mouvement de foule, aucun murmure anticipateur ne signala sa présence. Il franchit simplement les portes vitrées de la salle, salua brièvement l'hôtesse d'un signe de tête et s'avança à pas mesurés, comme un homme qui n'avait pas besoin d'être annoncé pour exister. Il portait un costume sombre, parfaitement ajusté, sans aucun détail ostentatoire. Ceux qui le reconnurent détournèrent un instant le regard, surpris par la discrétion de son arrivée. Ceux qui ne le connaissaient pas n'y prêtèrent d'abord aucune attention. Mathieu Delacour appartenait à cette catégorie rare de personnes dont le pouvoir n'avait plus besoin d'être visible pour être effectif. Il s'arrêta à quelques pas derrière Élodie sans interrompre la discussion en cours. Il ne chercha pas à se placer au centre, ni à attirer l'attention par un geste ou une parole. Sa posture indiquait clairement qu'il n'était pas là pour diriger la soirée. Il se contenta d'être présent, dans un silence qui contrastait avec l'agitation feutrée de la salle. Élodie perçut sa présence avant même de se retourner. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle avait simplement attendu qu'il soit là. Aucun sourire excessif, aucun signe de reconnaissance appuyé ne fut échangé. Leur entente semblait se situer à un niveau qui n'avait pas besoin d'être démontré. Antoine Rivel, après avoir consulté brièvement son téléphone, leva les yeux et aperçut Mathieu. Son expression changea imperceptiblement. Il s'avança de quelques pas, non pas avec empressement, mais avec une considération manifeste. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix claire, permettez-moi d'accueillir un investisseur stratégique qui nous rejoint ce soir. » Il marqua une courte pause, laissant à chacun le temps de mesurer le poids de ses mots. « Monsieur Mathieu Delacour. » Un léger mouvement parcourut l'assemblée. Certains invités échangèrent des regards surpris, d'autres se redressèrent instinctivement. Le nom n'était pas inconnu. Il évoquait des participations majeures, des restructurations réussies, des décisions prises loin des projecteurs, mais toujours décisives. Mathieu inclina la tête en signe de salut, sans ajouter un mot. Antoine sembla comprendre qu'aucun discours n'était attendu de sa part. La soirée reprit son cours, mais l'atmosphère avait changé de nature. La présence de Mathieu, même silencieuse, redéfinissait l'espace. Julien, qui avait observé la scène depuis sa position, sentit une inquiétude diffuse l'envahir. Il connaissait ce nom, bien sûr. Il l'avait entendu mentionner lors de réunions stratégiques, toujours avec une pointe de prudence dans la voix de ceux qui en parlaient. Il ne comprenait cependant pas ce que Mathieu Delacour faisait là, ni pourquoi il se tenait précisément derrière Élodie. La question ne tarda pas à surgir, portée par une curiosité collective devenue impossible à contenir. Un investisseur, profitant d'un moment de calme relatif, s'adressa directement à Mathieu. « Monsieur Delacour, dit-il avec respect, pouvons-nous savoir ce qui vous a amené à cette soirée en particulier ?» En même temps, Mathieu tourna légèrement la tête vers lui. Son regard était calme, presque bienveillant. Il ne chercha pas à imposer le silence, mais celui-ci s'installa naturellement, comme si chacun pressentait que la réponse aurait un poids particulier. « Je suis ici pour mon épouse », répondit-il simplement. Le mot résonna dans la salle avec une clarté déconcertante,
Pendant une fraction de seconde, personne ne parla. Les conversations cessèrent, les gestes se figèrent. Le silence qui suivit n'était pas gêné, mais chargé, comme si une évidence venait de se révéler trop tard. Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il fixa Élodie, puis Mathieu, incapable de relier immédiatement les éléments. Le mot continuait de résonner dans son esprit, répétitif, insistant. Épouse. Le visage d'Élodie ne trahissait aucune émotion excessive. Elle se tenait droite, parfaitement à sa place. Quelqu'un osa finalement rompre le silence. « Vous voulez dire » commença-t-il, sans terminer sa phrase. Mathieu compléta avec naturel. « Élodie et moi sommes mariés depuis 2 ans. » Cette fois, les murmures se multiplièrent. Certains visages affichaient de la surprise, d'autres une admiration contenue. Claire Beaumont observa la scène, avec un intérêt renouvelé, comme si une pièce manquante venait de trouver sa place. Julien, lui, resta immobile. Les souvenirs affluaient malgré lui, les certitudes qu'il avait entretenues pendant des années se fissuraient brutalement. Il avait cru comprendre Élodie, avoir cerné ses limites, évalué son potentiel. Il découvrait à présent à quel point son regard avait été étroit. Antoine Rivel, reprenant la parole, s'adressa à Mathieu avec un sourire mesuré. « On m'a dit que Madame Marceau avait collaboré sur plusieurs projets de votre groupe. » Mathieu acquiesça. Elle a effectivement analysé et remis en question 11 projets majeurs pour nos différentes filiales. Il ne prononça pas ces mots avec fierté, mais avec une précision factuelle. Les décisions qui ont suivi ont permis d'atteindre un rendement moyen de 30 et 1,6% par an. Cette donnée, livrée sans emphase, produisit un effet immédiat. Des regards se tournèrent vers Élodie avec une forme de respect nouveau, presque solennel. Ce chiffre n'était pas simplement impressionnant. Il témoignait d'une constance, d'une capacité à anticiper et à corriger avant que les erreurs ne deviennent coûteuses. Élodie baissa légèrement les yeux, non par modestie calculée, mais parce qu'elle n'éprouvait aucun besoin de s'approprier publiquement ce succès. Elle avait toujours travaillé dans cette logique, privilégiant la solidité des décisions à leur visibilité. Julien sentit une brûlure sourde lui traverser la poitrine. Il comprenait enfin que son erreur n'avait pas été de sous-estimer Élodie ponctuellement, mais de ne jamais l'avoir considérée comme une égale. Il avait confondu contrôle et leadership, sécurité et compétence. La révélation n'était pas seulement professionnelle, elle était profondément personnelle. Mathieu posa alors une main discrète sur l'avant-bras d'Élodie, geste simple, dépourvu de toute démonstration de possession. Ce contact confirmait ce que ses paroles avaient déjà établi. Leur relation ne reposait pas sur la domination ou l'effacement, mais sur un équilibre silencieux, construit loin des regards. La soirée reprit, mais elle n'était plus la même. Les certitudes de Julien s'étaient effondrées sans fracas, remplacées par une lucidité douloureuse. Pour la première fois, il se demanda non pas ce qu'Élodie avait fait après leur divorce, mais ce qu'il avait manqué lorsqu'elle était encore à ses côtés. Julien attendit que les conversations reprennent un rythme normal, ou du moins ce qui en tenait lieu après le choc provoqué par les révélations de la soirée. Il sentit que le temps lui échappait, que chaque minute qui passait consolidait une nouvelle configuration dans laquelle il n'avait plus sa place. Il observa Élodie de loin, entourée de visages attentifs, non pas admiratifs au sens superficiel, mais concentrés, comme si l'on reconnaissait enfin la légitimité de sa présence. Il s'approcha avec une prudence inhabituelle, conscient que le moindre faux pas serait perçu non comme une maladresse, mais comme une confirmation de sa perte de contrôle. Lorsqu'il arriva à sa hauteur, il se pencha légèrement vers elle, abaissant instinctivement la voix. « Élodie, est-ce que je peux te parler un instant, en privé ?» demanda-t-il, avec une insistance mal dissimulée. Elle tourna la tête vers lui, le regard calme, dépourvu de toute hostilité apparente. Elle ne répondit pas immédiatement, laissant un silence mesuré s'installer entre eux. Ce silence n'était pas une hésitation, mais une décision déjà prise. « Ici, c'est très bien, » répondit-elle enfin d'une voix posée. « Il n'y a rien que tu aies besoin de dire ailleurs. » Julien sentit plusieurs regards se poser sur lui. La possibilité d'un tête-à-tête discret
venait de s'effondrer. Il comprit qu'il n'avait plus le contrôle du cadre, et cette prise de conscience le déstabilisa davantage que la présence de Mathieu ou les chiffres évoqués plus tôt. « Je n'ai jamais voulu te nuire », commença-t-il, cherchant ses mots avec une maladresse inhabituelle. « J'ai simplement cru que nous n'étions pas au même niveau, que nos rôles étaient différents. » Élodie l'écouta, sans l'interrompre. Elle ne croisait pas les bras, ne détournait pas le regard. Son attitude n'était ni défensive ni condescendante. Elle attendait qu'il aille au bout de sa pensée. « J'ai toujours pensé que j'étais celui qui devait porter les décisions, guider, protéger, » poursuivit Julien. « Peut-être que j'ai confondu cela avec le fait d'être supérieur. » Un léger murmure parcourut l'assemblée, aussitôt étouffé. Les mots de Julien n'étaient pas spectaculaires, mais ils révélaient une fragilité qu'il avait toujours dissimulée derrière des certitudes professionnelles. Élodie répondit sans élever la voix. « Tu avais besoin que je sois plus petite pour que tu te sentes plus grand. » La phrase tomba sans brutalité, mais avec une précision chirurgicale. Elle ne contenait ni accusation excessive, ni volonté de revanche. Elle décrivait simplement un mécanisme que Julien, pour la première fois, ne put nier intérieurement. Il ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Les arguments qu'il aurait autrefois utilisés lui parurent soudain creux, inadaptés à la situation. Autour d'eux, le silence s'épaississait. Personne ne riait, personne ne commentait. L'absence de moquerie rendait la scène encore plus lourde. Mathieu se tenait légèrement en retrait, fidèle à la posture qu'il avait adoptée depuis son arrivée. Il n'intervenait pas, ne cherchait pas à défendre Élodie par des paroles ou des démonstrations d'autorité. Sa présence suffisait. Il respectait l'espace nécessaire à cet échange, conscient que toute ingérence aurait amoindri la portée du moment. Antoine Rivel profita de cette accalmie tendue pour reprendre la parole. Son ton était professionnel, presque administratif, mais chacun comprit immédiatement l'importance de ce qu'il allait annoncer. « Suite aux éléments présentés ce soir, » déclara-t-il, et après consultation avec plusieurs partenaires stratégiques, nous allons revoir la structure décisionnelle du projet. Il consulta brièvement un document, puis leva les yeux. Le comité d'investissement sera restreint et certaines positions consultatives seront supprimées. Julien sentit son cœur se serrer. Il comprenait déjà ce qui allait suivre, avant même que son nom ne soit prononcé. « Monsieur Morel, » poursuivit Antoine avec une neutralité implacable, « votre rôle ne s'inscrit plus dans la phase suivante du processus. » Il n'y eut aucune exclamation, aucun commentaire acerbe. Personne ne sembla se réjouir ouvertement. La décision fut accueillie par un silence dense, presque solennel. Julien comprit alors que cette exclusion n'était pas une humiliation publique orchestrée pour le punir. Elle était simplement la conséquence logique d'un rééquilibrage qu'il n'avait pas su anticiper. Il resta immobile quelques secondes, puis hocha lentement la tête. Pour la première fois de la soirée, il ne chercha pas à se justifier. Il réalisait que ce qu'il perdait n'était pas seulement une position, mais l'illusion d'une supériorité qu'il avait entretenue trop longtemps. Élodie ne dit rien de plus. Elle n'avait rien à ajouter. Elle n'avait pas besoin de démontrer davantage sa valeur, ni de souligner la chute de Julien. Son silence était celui de quelqu'un qui avait déjà dépassé le conflit. Julien croisa une dernière fois son regard. Il n'y lut ni triomphe ni satisfaction mal dissimulée, mais une distance sereine, presque bienveillante. Cette absence de ressentiment le frappa plus durement que n'importe quelle accusation. Il comprit alors que ce qui se jouait n'était pas une vengeance, mais un dépassement. Élodie n'avait pas cherché à le faire tomber. Elle avait simplement continué d'avancer, jusqu'à un point où sa présence n'était plus nécessaire, ni même pertinente. Lorsqu'il s'éloigna, aucun rire ne l'accompagna, aucun chuchotement ne commenta sa défaite. La soirée poursuivit son cours, comme si le monde venait de se réorganiser autour de nouvelles évidences. Élodie resta là encore quelques instants, puis se tourna légèrement vers Mathieu. Il n'y eut pas de mots entre eux, seulement un échange de regards qui confirmait ce qu'ils savaient déjà. Elle n'avait plus rien à prouver, ni à Julien, ni à quiconque dans cette salle. La soirée touchait à sa fin sans que personne ne puisse désigner un moment précis où tout avait basculé.
Les chiffres circulaient discrètement d'un groupe à l'autre, confirmés, recoupés, validés par les assistants et les conseillers juridiques. Lorsque la dernière mise à jour fut annoncée, le total des engagements dépassait désormais les 210 millions d'euros. Ce n'était pas un triomphe spectaculaire, mais un aboutissement net, solide, impossible à contester. Antoine Rivel prit la parole une dernière fois, non pour célébrer, mais pour formaliser. Sa voix, toujours égale, ne cherchait pas à créer de l'émotion. Le comité a validé les nouveaux engagements. La phase opérationnelle pourra démarrer dans les délais prévus. Il marqua une courte pause avant d'ajouter « Madame Marceau assurera la fonction de conseillère principale sur l'ensemble du projet. » Il n'y eut pas d'applaudissements nourris, seulement quelques hochements de tête approbateurs. Dans ce milieu, l'excès d'enthousiasme était souvent suspect. La reconnaissance se mesurait à la continuité, à la confiance accordée sans emphase. Élodie accueillit cette annonce avec la même retenue qui avait marqué chacune de ses interventions. Elle remercia Antoine d'un simple regard, consciente que cette position n'était pas une récompense, mais une responsabilité. Julien, resté en retrait depuis l'annonce de son éviction, entendit les mots sans réellement les enregistrer. Il savait déjà que ce projet représentait l'opportunité la plus structurante de sa carrière, celle qui aurait consolidé son influence pour les années à venir. Il comprenait à présent qu'elle lui échappait définitivement. Il n'y avait pas de scène finale, pas de confrontation supplémentaire, seulement une évidence qui s'installait lentement. Élodie se déplaçait dans la salle avec une aisance nouvelle, non pas parce qu'elle cherchait à occuper l'espace, mais parce que celui-ci s'ajustait naturellement à sa présence. Les échanges qu'elle menait étaient précis, orientés vers l'avenir, dépourvus de toute référence au passé immédiat. Elle n'évoquait ni Julien, ni la tension précédente. Ce chapitre était clos pour elle. Mathieu observa cette dynamique avec une attention silencieuse. Il connaissait suffisamment Élodie pour savoir que cette soirée n'était pas un aboutissement émotionnel, mais une confirmation. Lorsqu'ils se retrouvèrent à l'écart, près des baies vitrées donnant sur la ville illuminée, il se tourna vers elle. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il simplement. Elle prit un instant avant de répondre, non par hésitation, mais parce qu'elle mesurait la portée de la question. « Je vais bien, » dit-elle enfin. « Je l'étais déjà avant ce soir. » Mathieu esquissa un sourire discret. Il ne chercha pas à analyser davantage. Cette réponse lui suffisait. Il savait que ce qu'Élodie avait traversé n'appelait ni consolation, ni célébration excessive. Elle n'avait pas été réparée par cette soirée. Elle s'était simplement confirmée. Ils décidèrent de partir sans attendre la fin officielle de l'événement. Aucun organisateur ne tenta de les retenir. Aucun invité ne chercha à prolonger la discussion. Leur départ passa presque inaperçu, comme s'il allait de soi. Ils traversèrent le hall sans précipitation, récupérèrent leurs manteaux, échangèrent quelques mots cordiaux avec le personnel, puis sortirent dans l'air frais de la nuit. Élodie ne portait pas le nom de Delacour. Elle n'avait jamais éprouvé le besoin de changer d'identité pour valider son choix de vie. Ce détail, pour elle, n'était ni un acte de résistance, ni une déclaration symbolique. Il reflétait simplement une continuité. Elle était restée elle-même, avant, pendant et après cette soirée. Ils marchèrent quelques mètres en silence, mêlés aux passants anonymes qui quittaient les restaurants voisins. Rien ne les distinguait particulièrement. Pas de cortège, pas de voiture ostentatoire. Ils attendaient tranquillement qu'un taxi se libère, parlant de sujets ordinaires, comme deux personnes qui n'avaient rien à prouver. À l'intérieur du bâtiment, Julien était resté. Il observait la salle se vider progressivement, les discussions s'éteindre, les dossiers être rangés. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas sollicité, pas consulté, pas intégré aux échanges de clôture. Cette absence d'attention lui offrait un face inattendu avec lui-même. Il repensa aux années passées, aux décisions prises avec assurance, aux certitudes qu'il n'avait jamais jugé nécessaire de remettre en question. Il comprenait désormais que son erreur n'avait pas été de perdre Élodie, mais de ne jamais l'avoir vue pleinement lorsqu'elle était encore là. Cette prise de conscience n'était accompagnée d'aucune colère, seulement d'un regret calme, presque lucide.
Personne ne vint le consoler. Personne ne chercha à lui expliquer ce qu'il aurait pu faire différemment. Il n'y avait pas de discours moralisateur, pas de jugement explicite. Les conséquences parlaient d'elles-mêmes. Dans ce silence, Julien sentit pour la première fois la responsabilité lui revenir entièrement. La salle se vida complètement. Les lumières furent progressivement tamisées. Julien resta encore quelques instants, immobile, avant de se lever et de quitter les lieux à son tour. Il n'avait pas été humilié. Il avait été dépassé. À l'extérieur, la nuit poursuivait son cours, indifférente aux trajectoires individuelles. Élodie et Mathieu s'éloignaient déjà, absorbés par leur propre équilibre. Julien, lui, avançait plus lentement, conscient que ce qu'il avait perdu ne se résumait pas à une opportunité professionnelle, mais à une illusion sur lui-même. La soirée s'achevait ainsi, sans éclat excessif, sans cri de victoire. La valeur réelle n'avait pas eu besoin d'être proclamée. Elle s'était simplement imposée, dans le calme. Merci à vous d'avoir écouté l'histoire d'Élodie Marceau jusqu'au bout. Son parcours nous rappelle que la valeur réelle n'a pas besoin de bruit pour exister, et que la dignité finit toujours par trouver sa place. Cette histoire est librement inspirée de situations bien réelles que l'on croise dans la vie, où le silence et la compétence parlent plus fort que l'orgueil. Personnellement, je crois que la plus grande victoire n'est pas de prouver quelque chose aux autres, mais de ne plus avoir besoin de le faire. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser un commentaire et pensez à vous abonner et liker la chaîne pour nous soutenir.